Bonjour et bienvenue à ce premier webinaire de la série consacré à la deadline d'enregistrement Reach 2018. Avant de débuter ce webinaire, permettez-moi de vous rappeler la raison de notre présence aujourd'hui. Comme beaucoup d'entre vous le savent certainement, l'objectif du règlement Reach est de protéger la santé humaine et l'environnement et de promouvoir l'utilisation de méthodes de test alternatives pour l'évaluation des dangers, tout en maintenant la compétitivité de l'industrie européenne et en encourageant l'innovation. Un des éléments clés nécessaires à la réussite de cet objectif est la collecte des informations sur les substances chimiques utilisées, fabriquées ou importées en Europe. Ceci est assuré par le biais de la procédure d'enregistrement, au cours de laquelle les entreprises doivent enregistrer leurs substances auprès de nous, l'ECHA, pour nous informer de leurs propriétés et les mesures mises en place pour assurer leur utilisation sans risque. L'enregistrement a débuté en 2010. Il concernait les substances les plus dangereuses et les tonnages les plus élevés. La dernière deadline d'enregistrement est fixée au 31 mai 2018 et concernera les substances fabriquées ou importées dans des quantités comprises entre 1 et 100 tonnes par an. Comme cette deadline concerne les tonnages les plus faibles, il est attendu que de nombreuses PME soient impactées alors qu'elles n'ont que peu ou pas d'expérience de REACH. Cette série de webinaires est à la destination de celles et ceux qui n'ont pas cette expérience de REACH. Nous allons vous guider au travers de 7 phases qui vous amèneront à un enregistrement réussi. Le webinaire d'aujourd'hui a pour objectif de donner aux déclarants, pour lesquels il s'agit de leur première expérience, une introduction de ce qui doit être fait avant de débuter la phase suivante, à savoir la phase de coopération avec les autres déclarants REACH. Le programme de ce webinaire est indiqué sur cette diapositive. Nous débuterons avec une présentation rapide de la page web de l'ECHA dédiée à REACH 2018, puis suivront 2 présentations et une courte vidéo. Le webinaire s'achèvera ensuite avec la session de questions-réponses. Après le webinaire, vous serez à même de pouvoir commencer à examiner votre portefeuille de substances au sens du règlement REACH. Vous aurez compris de quelle façon commencer efficacement l'identification de vos substances et déterminer leur composition et leur type. Nous vous aiderons aussi à déterminer quelles sont vos obligations vis-à-vis de l'enregistrement, à comprendre les informations nécessaires et à anticiper l'impact de l'enregistrement REACH sur votre business. Commençons donc par le premier sujet du jour, une démonstration en ligne des pages web de l'ECHA consacrées à l'enregistrement REACH 2018. Le focus est ici fait sur les premières phases de l'enregistrement, ce qui est le sujet du webinaire d'aujourd'hui. Ces pages dédiées à 2018 compilent l'ensemble des guides et des outils d'aide mis à disposition dont vous aurez besoin pour préparer votre enregistrement. Ils ont été construits pour vous donner un accès facile et étape par étape avec les différents niveaux d'information dépendant de vos besoins et de votre expertise. Toute information est aussi disponible en 23 langues. Je vous demande donc votre attention pendant un instant tandis que je partage mon écran avec vous. Maintenant, vous devez tous voir la page d'accueil du site internet de l'ECHA sur votre écran. Tout d'abord, vous pouvez avoir accès aux pages dédiées en cliquant sur la bannière REACH 2018, ici à droite. Elle vous amène à la page d'accueil de la partie du site dédiée à REACH 2018 qui vous permet d'identifier vos obligations vis-à-vis de l'enregistrement. Ces pages donnent aussi accès à des liens utiles permettant de trouver plus d'informations. Ils sont situés ici sur la partie droite Support et incluent un lien vers les helpdesks nationaux et le helpdesk de l'ECHA. En plus de cela, vous trouverez des outils et des guides spécifiques à certains secteurs qui ont été mis à disposition par les parties prenantes accréditées. Des informations spécifiques pour les PME et les entreprises extra-européennes exportant des substances chimiques dans l'Union européenne. Les 2 derniers emplacements sur la page de droite contiennent des liens vers les dernières nouvelles publiées sur le site concernant REACH 2018, ainsi qu'un lien permettant de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire afin de rester informé des évolutions, nouveautés et des événements organisés. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous recommande de le faire. Pour déterminer si vous devez enregistrer certaines de vos substances chimiques, vous pouvez cliquer sur le lien qui mène à nos pages concernant l'approche étape par étape qui va vous guider tout le long du processus d'enregistrement. Sur le côté gauche, vous pouvez voir toutes les phases impliquées et vous pouvez utiliser des liens pour naviguer entre les différentes étapes. La première étape est appelée Connaître votre portefeuille. C'est aussi le sujet principal du webinaire d'aujourd'hui. Cette étape concerne la compréhension des obligations d'enregistrement qui concernent votre entreprise et la mise en place d'un planning efficace et pertinent afin de répondre à ces obligations dans le temps. Les pages sont à chaque fois structurées en 3 niveaux de détail. Premièrement, sous l'onglet Pour commencer, vous trouverez l'information basique qui va vous aider à démarrer la phase concernée. Ensuite, sous l'onglet À lire absolument, vous allez trouver des informations plus pointues concernant la phase pour laquelle vous vous trouvez. Ces informations devraient être lues et connues par tout responsable REACH avant d'aller plus loin.
Enfin, sous l'onglet Pour aller plus loin, vous accéderez à l'information destinée à ceux qui mettent directement en œuvre les requis de chaque étape dans votre entreprise. Cela inclut les guides pratiques et les documents guides dans leur version la plus détaillée. Si vous voulez changer de langage, vous pouvez le faire par l'intermédiaire du menu déroulant en haut à droite de l'écran. Très bien. Avançons vers la deuxième étape, trouver vos co-déclarants. Vous pouvez voir que la page est construite selon la même structure que la précédente. C'est la même chose pour chacune des 7 étapes. Je laisse maintenant la parole à Catherine et Javier. Catherine va vous présenter l'étape concernant la connaissance de votre portefeuille substance et l'identification de vos obligations d'enregistrement. Javier, quant à lui, vous aidera à comprendre les informations que vous devez rassembler pour l'enregistrement et de quelle manière évaluer l'impact de l'enregistrement sur votre business. 49. Catherine Cornu travaille dans l'unité d'enregistrement de l'ECA. Dans cette courte présentation, je vais détailler les tâches de la première phase du planning menant à un enregistrement réussi au 31 mai 2018. Ce planning contient 7 phases au total. La première phase concerne les activités de démarrage que vous devez tous effectuer avant de commencer à travailler avec vos co-déclarants. Je vais ici expliquer les principes de base, mais les guides étape par étape et des exemples sont disponibles sur notre site internet. Il y a donc 5 tâches clés à réaliser pour débuter votre enregistrement. Vous devez connaître votre portefeuille, identifier vos substances, déterminer vos obligations vis-à-vis de l'enregistrement, comprendre quelles seront les informations à fournir pour votre enregistrement et examiner l'impact de l'enregistrement Reach sur votre business. Je vais couvrir les 3 premières tâches dans cette présentation et les 2 dernières seront couvertes dans la présentation suivante. Détaillons ces activités maintenant une par une. Le point de départ pour se préparer à enregistrer est de connaître votre portefeuille et savoir l'exprimer selon les termes de Reach. À quelle substance êtes-vous confronté ? Dans certains cas, ceci peut être assez évident. Par exemple, si vous fabriquez ou que vous importez des substances en tant que telles, vous avez probablement déjà votre inventaire de substances. Mais si vous êtes confronté à des produits ou des mélanges comme par exemple des détergents, des peintures, vous devez savoir ou déterminer de quelles substances ils sont constitués. Parce que ce sont les substances que vous devez enregistrer et non les produits. Donc, les substances en tant que telles doivent être enregistrées. Les substances dans les mélanges, mais aussi les substances présentes dans les articles et qui sont intentionnellement rejetées de l'article. Par exemple, un parfum qui sera diffusé par un t-shirt. Pour chacune des substances qui se trouvent dans votre portefeuille, vous devez la caractériser et l'identifier. Ceci signifie que vous devez normalement disposer d'un set d'analyses chimiques qui ont déjà été réalisées. Et c'est sur la base de cela, avec l'aide d'un chimiste, qu'il vous faudra déterminer la composition et le type de substance que vous avez. En particulier, vous devrez déterminer si la substance est monoconstituant, c'est-à-dire composée principalement d'un seul constituant, ou si c'est une substance multiconstituant, c'est-à-dire composée de plus d'un constituant, ou bien encore s'il s'agit d'une substance UVCB, qui est l'acronyme anglais d'une substance de composition inconnue, variable, issue d'une réaction complexe ou un matériel biologique. Sur la base de la composition et du type de substance, vous allez pouvoir déterminer le nom de la substance comme c'est expliqué de façon très détaillée dans notre document guide sur l'identification et la dénomination des substances. Ensuite, vous pourrez trouver son numéro EC et son numéro CAS. Ou bien, vous pourrez grâce à ce guide procéder en sens inverse, c'est-à-dire vérifier que le numéro CAS et le numéro EC que vous utilisez correspondent bien à l'identité de la substance telle qu'elle apparaît à l'analyse chimique. C'est très important d'identifier correctement votre substance car plus tard, vous devrez vérifier avec vos co-déclarants que vous avez la même substance. Et si vous avez la même substance, alors vous devez enregistrer conjointement et vous assurer que les données contenues dans le dossier d'enregistrement sont valables pour tous. Donc, une fois que vous savez quelles substances sont dans votre portefeuille, vous pouvez déterminer vos obligations vis-à-vis de l'enregistrement pour chacune d'entre elles. Pour cela, il y a 3 facteurs à prendre en compte ou 3 questions à se poser. Et si la réponse à ces 3 questions est oui, alors vous devrez enregistrer la substance.
Si la réponse à l'une de ces questions est non, vous n'aurez pas besoin d'enregistrer. Donc, quelles sont les questions à se poser? La première question concerne votre rôle dans la chaîne d'approvisionnement. Et la question est, est-ce que vous devez enregistrer la substance? Pour trouver la réponse à cela, une chose importante vous concernant est où vous vous situez, géographiquement parlant. Si vous êtes localisé dans n'importe lequel des pays de l'espace économique européen, vous devez peut-être enregistrer. Ces pays sont en bleu foncé sur la carte. Nous parlons ici des 28 États membres de l'Union européenne, plus la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Si vous êtes établi dans un des pays en gris clair, vous êtes en dehors de l'espace économique européen et vous ne pouvez donc pas enregistrer. Donc, si vous êtes établi dans l'un des pays de l'espace économique européen, vous devez peut-être enregistrer. Et ceci dépend de votre activité, de votre rôle dans la chaîne d'approvisionnement. Ceci déterminera si vous ou quelqu'un d'autre dans la chaîne devra enregistrer. Pour commencer, vous devez déterminer de façon exacte ce que vous faites vous avec la substance et nous avons les définitions et les critères sur notre site web. Il y a 4 rôles dans la chaîne d'approvisionnement qui sont ceux qui doivent enregistrer. Tout d'abord, il y a le fabricant. Si vous fabriquez ou synthétisez ou extrayez une substance, vous devez l'enregistrer. Le rôle suivant, c'est celui d'importateur dans l'espace économique européen ou le rôle de représentant unique, only representative, qui est une sorte d'importateur qui est contracté par un fabricant extra-européen pour prendre en charge les tâches associées au règlement REACH. Si vous importez une substance chimique dans l'espace économique européen, vous devez enregistrer. Le 4e rôle est celui de producteur ou importateur d'articles contenant une substance qui est intentionnellement rejetée. Si vous avez un rôle qui n'est pas parmi ces 4, par exemple si vous n'importez que depuis des pays appartenant à l'espace économique européen ou via un représentant unique, vous n'avez peu besoin d'enregistrer vous-même. Donc le rôle dans la chaîne d'approvisionnement est un facteur à considérer. Un autre facteur à considérer est le champ d'application du règlement REACH et les exemptions d'enregistrement. La question qui se pose ici est la suivante. La substance doit-elle ou non être enregistrée? Pour y répondre, il faut examiner les différentes exemptions. Certaines substances n'ont pas besoin d'être enregistrées principalement parce qu'elles présentent un risque faible. La liste complète de ces substances se trouve sur le site internet de l'ECHA. La liste des substances exemptées inclut par exemple les polymères et l'eau. Pour les polymères, il faut examiner avec précaution les critères déterminant ce qu'est un polymère selon le règlement REACH. De plus, si la substance est un polymère, vous devez malgré tout enregistrer les monomères. En plus des substances qui sont exemptées d'enregistrement, il y a aussi des utilisations de substances qui sont exemptées car ces usages sont déjà encadrés par d'autres réglementations sectorielles ou d'autres aspects de REACH. Par exemple, si vous effectuez du développement de produits avec votre substance ou que vous l'utilisez dans la nourriture, les matériaux en contact avec l'alimentation ou les produits pharmaceutiques. Si vous utilisez la substance uniquement pour les utilisations exemptées, vous n'avez pas besoin de l'enregistrer. Mais si vous ou vos utilisateurs aval avez d'autres utilisations pour la substance, alors vous devez enregistrer. La 3e catégorie de substances exemptées d'enregistrement concerne les conditions spécifiques d'utilisation. Par exemple, le réimport d'une substance qui a déjà été enregistrée, les substances considérées comme des déchets ou les substances issues de la revalorisation de déchets et qui ont déjà été enregistrées. Et là aussi, les définitions et les critères sont sur le site internet de l'ECHA. Le 3e facteur à prendre en compte, en plus de votre rôle et de la substance elle-même, est votre volume. Et la question qui se pose est, atteignez-vous le seuil des 1 tonne par an? Parce que si vous n'atteignez pas ce tonnage, vous n'avez pas besoin d'enregistrer. Pour calculer votre volume, vous devez vous baser sur l'année calendaire, du 1er janvier au 31 décembre. Si vous avez fabriqué ou importé pendant les 3 années précédant votre enregistrement, vous calculez la moyenne sur ces 3 années. Quand vous effectuez votre calcul de volume,
Il est important de savoir qu'il n'est pas seulement question d'être au-dessus d'une tonne par an qui importe, mais aussi que le volume calculé va déterminer la quantité d'informations qu'il sera nécessaire de fournir dans votre dossier d'enregistrement. Vous devez donc aussi déterminer si vous vous situez entre 1 et 10 tonnes par an, entre 10 et 100 tonnes par an, entre 100 et 1000 tonnes par an, ou bien au-delà de 1000 tonnes par an. Une autre chose à vérifier est si vous utilisez la substance en tant qu'intermédiaire lors de la synthèse d'une autre substance dans des conditions strictement contrôlées. Dans ce cas, vous pouvez scinder les volumes dans le calcul et les informations à fournir dans votre dossier d'enregistrement seront ainsi moindres. Donc si maintenant nous examinons les 3 facteurs qui déterminent la nécessité d'enregistrer, si vous déterminez que vous occupez le rôle du déclarant, que la substance doit être enregistrée et que vous atteignez les 1 tonne par an, alors vous devez enregistrer la substance. Lors de l'examen de ces 3 facteurs, vous devez commencer par celui qui est le plus susceptible de vous apporter un non plutôt qu'un oui. Par exemple, si vous ne traitez que de faibles volumes, il est peut-être plus intéressant de commencer par le calcul du volume, car vous n'aurez pas besoin d'examiner plus avant le type de substance ou votre rôle. Si la réponse est non, vous n'atteignez pas le seuil de tonnage. Nous avons maintenant examiné les 3 premières étapes clés de la première phase de votre planning d'enregistrement et nous allons conclure avec quelques messages à retenir. Le premier message est de débuter maintenant. Si ce n'est pas encore fait, débutez maintenant en examinant votre portefeuille et en identifiant les substances qui figurent dans votre portefeuille. Ces substances doivent être analysées et identifiées. Et si vous avez besoin d'aide à ce sujet, il est important pour vous de pouvoir planifier et réserver vos analyses chimiques dès maintenant. Ainsi, vous saurez l'identité de vos substances et vous pourrez en même temps commencer à échanger avec vos co-déclarants. Souvenez-vous des 3 facteurs qui déterminent vos obligations vis-à-vis de l'enregistrement REACH. Votre rôle dans la chaîne d'approvisionnement, la substance et le seuil des 1 tonne. Et considérez ces facteurs de façon simultanée avec l'étude de votre portefeuille et l'analyse de vos substances. Il est aussi recommandé d'aller sur le site internet de l'ECA pour vérifier si les substances qui vous concernent ont déjà été enregistrées et quels noms ou quels identifiants les autres entreprises ont utilisés pour ces substances. Vous pouvez en première intention chercher des substances via le moteur de recherche Search for Chemicals en haut à droite de la page d'accueil de l'ECA. Vous pouvez aussi consulter les outils d'aide mis à disposition sur la page web de l'ECA REACH 2018. Javier Sanchez travaille lui aussi, comme sa collègue Catherine, dans l'unité d'enregistrement de l'ECA, l'Agence européenne des produits chimiques. Dans la présentation précédente, Catherine a présenté les premières étapes clés vers l'enregistrement. Je vais maintenant couvrir les étapes 4 et 5 de la première phase, comme indiqué sur cette diapositive. Avec ceci, nous souhaitons vous transmettre un panorama complet de haut niveau pour vous permettre de comprendre les informations que vous devez collecter afin d'enregistrer vos substances et les éléments à prendre en compte lorsque vous évaluez l'impact de l'enregistrement sur votre business. Souvenez-vous cependant que les informations et les documents guides détaillés sont à votre disposition sur le site internet de l'ECA. Il vous suffit simplement de suivre la bannière REACH 2018. Commençons simplement par très rapidement rappeler les principes de base de l'enregistrement des substances. Dans le cadre de la réglementation REACH, l'enregistrement n'est rien d'autre que l'opportunité de faire le point sur vos responsabilités. Votre responsabilité est la fabrication et l'utilisation de vos substances en toute sécurité. Ceci est assuré par le fait de valider différentes étapes. Premièrement, collecter toutes les informations disponibles sur les substances et générer de nouvelles informations si nécessaire. Deuxièmement, évaluer les risques pour les travailleurs, les consommateurs et l'environnement. Puis développer et recommander des mesures de gestion de risque adaptées. Et enfin, mais c'est une étape très importante, communiquer ces mesures dans votre chaîne en aval, là aussi pour éviter tout effet néfaste sur la santé humaine et l'environnement. Vous devez inclure toutes ces informations dans votre dossier d'enregistrement et l'envoyer à l'ECA, l'Agence européenne des produits chimiques. Ce dossier est la démonstration du fait que vous avez assumé vos responsabilités. Dans les 3 prochaines diapositives, je souhaiterais vous donner une idée générale des informations que vous devez collecter ou générer pour votre enregistrement.
De manière générale, vous devez collecter toutes les informations physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques disponibles qui présentent de l'intérêt. Mais la réglementation impose un ensemble minimum de données devant être soumises. Ce minimum est ce que je vais vous présenter maintenant dans un format très résumé. À ce moment, et avant de rentrer dans les requis réglementaires, je voudrais mentionner que des requis réduits peuvent s'appliquer dans le cas où vous fabriquez des intermédiaires dans des conditions strictement contrôlées. Les informations présentées ici correspondent aux requis standards. Sur cette diapositive figure le résumé des informations que vous devez toujours produire indépendamment du tonnage que vous fabriquez ou importez. Tout d'abord, vous devez toujours produire les informations suffisantes permettant d'identifier clairement vos substances. Ceci inclut le nom IUPAC, le numéro EC, le numéro CAS et les autres identifiants. Mais ces informations doivent toujours être justifiées par des données analytiques qui doivent être incluses dans votre dossier d'enregistrement. Vous devez ensuite soumettre des informations sur la fabrication. Ceci inclut les tonnages annuels et, très important, une description de chaque utilisation de la substance. Avec la description de ces usages, vous devez couvrir l'ensemble de son cycle de vie, depuis la fabrication jusqu'au stade déchet. Ceci nécessite de communiquer avec vos clients afin de pouvoir identifier tous les usages à couvrir. Ensuite, vous devez collecter un set de données sur les propriétés physico-chimiques de la substance. Ceci inclut, parmi d'autres, le point d'ébullition, la pression de vapeur, la granulométrie, s'il s'agit d'un solide, etc. Enfin, vous devez indiquer la classification et l'étiquetage de la substance. Dans certains cas, ceci peut représenter les seules informations nécessaires à l'enregistrement. Cependant, il y a des conditions pour n'avoir qu'à soumettre ce set réduit d'informations. En général, c'est le cas si votre tonnage annuel ne dépasse pas les 10 tonnes par an et que vous pouvez justifier que votre substance n'est pas dangereuse et n'est pas utilisée pour des usages dispersifs. En particulier, qu'elle n'est pas incluse dans des produits à destination du grand public. Si vous ne pouvez pas justifier clairement de ces conditions, vous devez soumettre un ensemble de données additionnelles. Il est présenté dans la diapositive suivante. Cet ensemble d'informations supplémentaires correspond aux requis standards pour l'enregistrement d'une substance fabriquée ou importée à moins de 10 tonnes par an. En plus de ce qui a été mentionné dans la diapositive précédente, vous devez soumettre des informations sur les propriétés toxicologiques et écotoxicologiques de votre substance. Vous pouvez voir sur cette diapositive quelques exemples de telles études, mais consultez le site web de l'ECA pour avoir une vision globale des études à fournir. Si votre tonnage annuel est supérieur ou égal à 10 tonnes, vous devez fournir des études additionnelles concernant les propriétés toxicologiques et écotoxicologiques de votre substance. Ici aussi, quelques exemples vous sont indiqués sur cette diapositive, mais vous devez consulter le site web de l'ECA pour en connaître le détail précis. Ce qui est important à ce niveau de tonnage, c'est que vous devez effectuer une évaluation de la sécurité chimique complète qui sera reportée dans le rapport sur la sécurité chimique de votre dossier d'enregistrement. L'évaluation de la sécurité chimique doit inclure une évaluation des dangers sur la santé humaine et l'environnement, et dans le cas où votre substance remplit les critères d'une substance dangereuse, vous devez aussi inclure une évaluation de l'exposition et une caractérisation du risque. Ce processus doit être répété de façon itérative en affinant vos données de danger ou les conditions d'utilisation et les mesures de gestion de risque jusqu'à ce que vous puissiez démontrer que les risques sont contrôlés, ce qui requiert une expertise particulière. Je n'ai présenté ici que les requis concernant les tonnages inférieurs à 100 tonnes par an, puisque ce sont ces tonnages qui sont impactés par la deadline de mai 2018. Si vous les dépassez, ou même si vous dépassez les 100 tonnes par an, des informations additionnelles sont nécessaires. Donc ici aussi, il faut consulter le site internet de l'ECA pour en connaître le détail précis. Nous avons présenté dans les diapositives précédentes une vision d'ensemble du set minimum d'informations à fournir pour pouvoir enregistrer vos substances. Cependant, avant de générer de nouvelles données, je voudrais vous rappeler une série d'étapes de base. Tout d'abord, vous devez collecter l'ensemble des informations disponibles, vous devez ensuite les partager avec les autres entreprises, en particulier avec celles avec lesquelles vous avez enregistré la même substance. Il faut garder à l'esprit que toutes les informations concernant les propriétés de la substance doivent être soumises de façon conjointe par toutes les entreprises concernées par la même substance. Une fois que vous avez une bonne vision d'ensemble des informations que vous possédez,
l'étape suivante en tant que groupe d'entreprise est de les comparer avec les informations qui sont nécessaires pour enregistrer la substance. Grâce à cet exercice, vous allez pouvoir identifier les manques d'informations que vous allez devoir combler en générant de nouvelles données. Cependant, avant de vous lancer dans de nouveaux tests, en particulier sur les animaux vertébrés, vous devez examiner toutes les options disponibles. Souvenez-vous que le testing sur les animaux est le dernier ressort quand toutes les autres sources de données possibles ont été examinées. Maintenant que nous avons brièvement examiné les informations nécessaires à un enregistrement, laissez-moi vous présenter en quelques minutes certaines des données clés à prendre en compte quand vous allez évaluer l'impact de l'enregistrement sur votre business. Comme nous l'avons vu dans les diapositives précédentes, enregistrer vos substances va vous demander d'examiner, de compiler et d'évaluer des informations. Il est important de noter que cette activité doit avoir lieu à différents niveaux, à l'intérieur de votre propre entreprise, mais aussi en collaboration avec les autres entreprises qui fabriquent ou importent la même substance. En d'autres termes, vous allez devoir travailler avec vos concurrents. Ceci signifie que vous devez engager des ressources sur un certain nombre de domaines pour rechercher, collecter et évaluer toutes les informations disponibles à l'intérieur de votre entreprise, ce qui inclut de la recherche bibliographique. Pour obtenir des informations de la part de vos clients sur leurs utilisations de la substance que vous leur fournirez tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Il faut que vous examiniez si vous disposez d'une telle expertise au sein de votre entreprise ou si vous avez besoin d'externaliser certaines tâches. Ensuite, dans le cas où d'autres sociétés souhaitent enregistrer la même substance, vous allez devoir établir des liens contractuels avec elles, de façon à travailler ensemble et éventuellement pouvoir vous mettre d'accord sur la façon de générer toute information manquante et pouvoir partager les coûts. Si vous êtes la seule entreprise à avoir intérêt à enregistrer la substance, il est évident que vous n'aurez pas besoin de passer par ce processus de négociation et d'accord. Mais le point négatif de taille dans ce cas est que vous serez seul à devoir générer les données manquantes et à construire le dossier. Enfin, l'expérience des entreprises qui ont déjà enregistré lors des deadlines précédentes montre qu'une bonne organisation est essentielle pour parvenir à déposer dans les temps. Il faut impliquer les départements concernés suffisamment tôt dans votre entreprise, car ils auront certainement un rôle à jouer. Selon le nombre de substances que vous devez enregistrer, vous pouvez souhaiter en prioriser une à déposer plus tôt pour mieux comprendre l'ensemble du processus. Je souhaite aussi vous sensibiliser sur la nécessité de connaître les outils informatiques qui vous seront nécessaires pour déposer vos dossiers d'enregistrement. En particulier Euclid, qui est l'outil qui vous permettra de compiler les informations dans le dossier, et ReachIT, qui vous permettra de soumettre à l'ECA et de recevoir nos communications. Nous travaillons actuellement à une nouvelle version simplifiée de ces outils qui sera mise à disposition mi-2016. Ainsi, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de les utiliser, vous pourriez souhaiter attendre ces nouvelles versions. Souvenez-vous que les informations que vous allez compiler vont évoluer dans le temps et que vous allez devoir être capable de maintenir à jour votre enregistrement. Il faut donc que vous prévoyiez de conserver un certain niveau de ressources pour cela. Cette diapositive finale contient les messages clés que vous devez retenir. Tout d'abord, comme je le mentionnais au départ, vous devez considérer l'enregistrement REACH comme une opportunité de démontrer et de documenter l'utilisation sûre de vos substances. Vous devez identifier toutes vos substances dans votre portefeuille et commencer dès à présent à collecter les informations car la deadline 2018 n'est pas si loin. Ceci va demander de la communication avec vos clients pour savoir de quelle façon ils utilisent votre substance. Vous devez aussi établir un plan global pour l'enregistrement de toutes vos substances à temps. Examinez l'expertise dont vous disposez en interne et identifiez les ressources extérieures du type consulting auxquelles vous devrez faire appel. Enfin, vous pouvez consulter notre page d'aide spécialement dédiée à l'enregistrement 2018. Il suffit de suivre la bannière REACH 2018 à partir de la page d'accueil du site de l'ECA et si vous avez besoin d'un appui, vous pouvez également consulter votre helpdesk national ou celui de l'ECA. Merci beaucoup de votre attention. Pour trouver les réponses à vos éventuelles questions, vous pouvez consulter la page de questions-réponses de l'ECA, celle de votre helpdesk national, ou bien directement en contactant le helpdesk national ou celui de l'ECA.
Maintenant, nous allons passer à une courte vidéo enregistrée lors du Stakeholders Day début 2015. Elle contient plusieurs interviews d'entreprises qui préparent elles aussi l'enregistrement pour 2018. Nous avons pensé que ce serait une bonne idée de leur demander de partager leurs pratiques et leur expérience avec vous et de vous donner des trucs qui pourront vous être utiles dans le travail qui vous attend pour 2018. Mon premier conseil, commencez maintenant. Commencez immédiatement. Il faut commencer tôt car cela prend du temps et il ne faut pas le faire à la dernière minute. Mon conseil a déjà dû être donné plusieurs fois, commencez tôt. Tout d'abord, vous devriez prendre un consultant pour vous guider dans la démarche. Mon premier conseil, c'est de ne pas avoir peur. On a l'impression que 2018 est loin, mais cela prend beaucoup de temps de préparer les dossiers, en particulier pour les entreprises qui ne l'ont encore jamais fait. Pour ceux qui enregistrent pour la première fois, eh bien, je leur conseillerais de contacter des gens qui l'ont déjà fait. Que ce soit des consultants ou alors qu'ils embauchent des gens qui ont déjà cette expérience. Il n'y a pas beaucoup de consultants, pas beaucoup de laboratoires capables de faire cela. Ils vont tous être très occupés pour 2018 et si vous ne commencez pas maintenant, vous pourriez vous retrouver bientôt à devoir très rapidement enregistrer, mais les appuis extérieurs dont vous aurez besoin ne seront plus disponibles. Le point clé est de commencer à examiner les classes générales de substances que vous traitez. Je vous conseillerais d'étudier le règlement REACH, les documents guides qui vous sont utiles, et de vous familiariser avec REACH IT, avec le site web de l'ECA, etc. Essayez d'avoir une idée de base de vos substances et de définir le package analytique qui leur est approprié, ce qui inclut les techniques d'analyse adaptées selon le type de substance. Vous devez connaître vos substances maintenant et être capable de les identifier pour pouvoir conclure à leur similitude et de tomber d'accord à l'intérieur du forum d'information et également de savoir qui fait quoi, de décider des tests nécessaires. Tous ces tests vont prendre du temps. Vous pouvez être prêt à dépenser des millions pour faire cela, mais l'argent ne résoudra pas le problème si vous êtes en retard, là c'est le temps qui compte. Si vous n'avez pas les ressources en interne, un toxicologue ou un écotoxicologue, alors il faudra embaucher un bon consultant. Vous pouvez externaliser auprès d'un consultant, vous pouvez vous reposer sur le forum d'information, le déclarant principal ou le secrétariat du forum d'information. Le fait de fonctionner correctement dans le forum est essentiel et le fait de participer tôt l'est également. Vous pourrez découvrir après vos analyses que finalement votre substance n'est pas la même que celle des autres entreprises et donc qu'il va y avoir deux enregistrements. Ou bien, si vous avez de la chance, vous pourrez couvrir votre substance en vous rapprochant d'un enregistrement déjà existant. Souvenez-vous que les aspects analytiques des substances sont confidentiels, mais les associations sectorielles savent souvent comment gérer cela. Pour les petites entreprises, ce n'est pas utile de tout apprendre. Dans leur cas, il vaut mieux utiliser des personnes qui savent à l'extérieur. Commencez maintenant. Nous sommes déjà au moment où c'est tard. Avez-vous des conseils pour les importateurs? Le point probablement le plus difficile pour les importateurs, c'est qu'ils n'ont pas un accès direct à l'information. Donc ils vont certainement devoir effectuer beaucoup de travail par eux-mêmes. La plus grande difficulté des importateurs est qu'ils peuvent avoir de nombreux fournisseurs. Dans ce cas, ils doivent s'assurer qu'un seul enregistrement va couvrir toutes leurs sources. Et concernant les importateurs de mélange qui ne connaissent pas la composition exacte. Dans le cas où vous ne connaissez pas toutes les informations de composition, il faut insister auprès de vos fournisseurs pour qu'ils vous donnent plus d'informations, en leur indiquant que si l'enregistrement n'est pas approprié, personne dans la chaîne ne pourra être couvert et qu'il n'y aura plus de business. Combien de temps les entreprises doivent-elles prévoir? Selon notre expérience, cela peut prendre de 3 à 6 mois en moyenne, voire jusqu'à 1 an. Si vous êtes seul, cela peut vous prendre 1 voire 2 ans. Si vous rejoignez une soumission conjointe, cela dépend de la vitesse à laquelle vous allez avoir le profil d'identité de la substance.
Si vous commencez de rien, que c'est une substance peu connue, une substance phase-in, nouvelle, difficile à analyser, on peut avoir de mauvaises surprises. Cela dépend aussi du tonnage, mais ça peut prendre quelques années. Quelle est la principale source de dépenses et combien les registrants doivent se préparer à payer? C'est environ 20 000 à 50 000 euros pour les plus petits dossiers et environ 100 000 euros pour les gros dossiers. Environ 10 000 euros pour les cas les plus simples et jusqu'à plus de 20 000. Pour la bande de tonnage 100 tonnes, le coût principal est le coût administratif parce que pour cette bande de tonnage, vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de tests. Environ 30 000 euros de tests pour de telles substances. Mais vous devez échanger avec d'autres entreprises, aller à des réunions, vous organiser, prendre un consultant. Pour une substance simple, dans le tonnage faible, entre 1 et 10 tonnes, une substance qui est non classée comme dangereuse, une substance non identifiée SVHC, une PME va, je suppose, environ 3 000 euros. Pour notre entreprise, le coût principal est le coût administratif. Mais la redevance est faible, donc ce n'est pas le problème. Ce qui prend du temps, c'est l'échange avec les autres entreprises, coûts indirects. Les coûts majoritaires sont les coûts indirects. Au premier regard, vous pourriez penser à environ 25 000 voire 30 000 euros pour déposer un dossier d'enregistrement. Et là, vous pourriez considérer que c'est le coût principal. Mais si vous connaissez bien Rich, vous savez que vous pourrez récupérer une partie de cet argent quand d'autres membres vous rejoindront, notamment via l'achat de la lettre d'accès, et cela va vous permettre de vous rembourser partiellement. Eh bien, cela dépend du nombre de participants dans les forums d'information. Parfois, les frais peuvent aller au-delà de 200 000 euros. Cela dépend très étroitement des requis et de la substance, car cela peut se compter en milliers d'euros ou alors en centaines de milliers. Cela dépend vraiment de la substance. C'est maintenant le moment de la session questions-réponses. Les personnes qui vont répondre sont Gabi de l'unité d'identification des substances de l'ECA, Javier, que vous avez vu précédemment, de l'unité d'enregistrement, et Kevin Paul, lui aussi de l'unité d'enregistrement. Passons donc aux questions. Pour commencer, nous avons eu quelques plaintes concernant l'aspect bureaucratique et administratif d'un enregistrement. Les gens se demandent pourquoi ils devraient enregistrer. Alors, pourriez-vous nous expliquer quels sont les bénéfices de l'enregistrement? Eh bien, je pense qu'il est important de se souvenir que l'industrie chimique est très importante pour l'économie européenne et pour la société européenne, mais ces bénéfices s'assortissent de certains risques. Il existe des substances chimiques qui peuvent être dangereuses pour la santé des travailleurs, des consommateurs ou pour l'environnement. Et la deadline de l'enregistrement 2018 est vraiment celle qui va permettre de saisir les substances qui sont sur le marché depuis un certain temps et de dire à l'industrie qu'il s'agit maintenant d'investir les bénéfices qu'elle tire de ces substances pour promouvoir leur sécurité. C'est évidemment la raison principale et celle qui nous amène ici aujourd'hui. Le dossier d'enregistrement est un moyen pour vous de collecter des données nécessaires, de démontrer l'utilisation sécurisée dans la chaîne d'approvisionnement en soumettant cela aux autorités, de façon à bénéficier d'une évaluation indépendante de ces aspects, et nous, de nous assurer que nous avons le même niveau d'exigence pour tous. Il y a deux autres raisons d'enregistrer. La première est que cela permet à l'ECA de mettre à disposition du public l'information de façon transparente. C'est une partie très importante de la réglementation européenne. Et enfin, une autre raison est que l'ECA et les autorités peuvent utiliser cette base de données pour examiner et étudier toute préoccupation ou tout risque causé par les substances, ce qui leur permet de déterminer les mesures de gestion de risque à mettre en place. Pour toutes ces raisons, et de façon concrète,
Si vous voulez rester sur le marché, vous devez enregistrer. Une autre question importante. Je sais que 2018 ça paraît loin, mais nous avons entendu beaucoup de personnes dire qu'il faut commencer dès maintenant. Une question que nous avons entendue est: est-ce que ça prend vraiment 2 ans d'enregistrer? Donc, pouvez-vous nous donner quelques éléments sur le temps à anticiper? Oui, bien. Cela dépend en fait des spécificités de chaque substance. Comme nous l'avons entendu dans les interviews des représentants des parties prenantes, cela dépend vraiment de votre propre situation. Dans le cas où la substance a déjà été enregistrée par d'autres lors des échéances précédentes, cela peut ne prendre que quelques semaines ou mois juste pour compiler l'information de base. Si en revanche la substance n'a pas encore été enregistrée, vous devez commencer tout de suite à compiler, évaluer les risques, tester, car cela peut vous prendre 2 à 3 ans. Donc vous voyez, c'est très dépendant de votre situation. Donc le message ici à retenir est: commencez maintenant à analyser dans quelle situation vous vous trouvez, et cela pour chaque substance, et commencez à planifier le travail pour déposer à temps. Juste en complément de Javier, ça dépend effectivement beaucoup de la situation. Si vous vous souvenez des phases clés, l'échéance avec les autres entreprises, les contrats à établir, en plus avec des concurrents, cela peut être vite très compliqué et prendre beaucoup de temps. Mais cela dépend aussi beaucoup du business dans lequel vous évoluez. Comme il a été aussi dit, pour les données de danger, si vous identifiez des manques, vous allez avoir besoin de réaliser des tests. Il a aussi été rappelé par nos collègues de l'industrie que les laboratoires de tests vont être chargés. Donc le message clé ici est: faites votre propre examen pour comprendre le contexte spécifique dans lequel vous vous trouvez pour chacune de vos substances en utilisant ce que vous avez appris aujourd'hui, et vous commencerez à pouvoir anticiper combien de temps cela va vous prendre pour enregistrer. Si vous avez plusieurs substances, vous allez pouvoir trouver que certaines sont à démarrer très vite et d'autres moins, ce qui vous permettra de faire un planning prévisionnel. Donc encore une fois, cela dépend et vous êtes seul à pouvoir répondre à cette question importante. Ok, merci. Alors, ceci couvrait les aspects de temps, mais au sujet des coûts. Combien les gens doivent-ils s'attendre à investir pour un enregistrement? Je pense que ce point était plus ou moins couvert par les interviews que nous venons de voir précédemment. Encore une fois, cette question dépend de beaucoup de facteurs. Si la substance a déjà été enregistrée, d'une façon basique, le coût majoritaire est lié au partage des coûts avec ceux qui ont déjà enregistré cette substance. Mais si, au contraire, la substance n'a pas été encore enregistrée, qu'il faille générer des données, à ce moment-là, les coûts majoritaires seront liés au laboratoire et à l'expertise nécessaire pour analyser les données et éventuellement à faire l'évaluation du risque. Cela va également dépendre des ressources internes dont vous disposez. Si jamais vous avez des experts en interne, ou si vous devez externaliser et faire appel à un consultant. Donc, sur ces bases, vous voyez qu'il y a une grande fourchette. Cela peut aller de quelques milliers d'euros à plusieurs centaines de milliers d'euros si jamais il y a beaucoup d'informations à générer. Ok, merci. Passons donc à la question suivante qui concerne l'identification de la substance. Quelles sont les analyses chimiques qui doivent être effectuées pour identifier une substance? Le règlement REACH impose un ensemble d'analyses chimiques, des analyses spectrométriques et des analyses quantitatives. En général, il s'agit de spectres UV visibles, spectres infrarouges ou RMN ou encore spectroscopie de masse. Et pour l'aspect quantitatif, on entend de la chromatographie en phase gazeuse ou en phase liquide. Ok. Et les requis sont-ils toujours les mêmes concernant l'identification de la substance? Eh bien, cela dépend encore une fois du type de substance que vous avez. Certaines sont plus difficiles à identifier que d'autres, donc il se peut que vous ayez besoin d'analyses complémentaires pour être sûr de la composition. Ou il peut s'agir de substances inorganiques pour lesquelles il peut être plus intéressant d'utiliser la diffraction ou les analyses élémentaires pour quantifier la substance. Ok, merci. Bien. Et concernant les importateurs, on suppose que vous importez depuis des pays hors Union européenne et que seules 2 de vos sources parmi 3 ont fait appel à un représentant unique. Que devez-vous faire dans ce cas? Bien, peut-être puis-je répondre. Juste pour être clair sur le scénario, j'importe depuis 3 fournisseurs non européens et 2 seulement ont un représentant unique, ce qui en fait est juste un type particulier d'importateur. Pour le 3e fournisseur,
vous allez devoir enregistrer vous-même en tant qu'importateur si vous voulez maintenir cette chaîne d'approvisionnement opérationnelle. Vous pouvez aussi les encourager à prendre un représentant unique ou sinon vous devez arrêter l'importation via cette entreprise. Ok. Une question sur les métaux. Si quelqu'un importe les métaux en poudre ou en bloc solide, est-ce que ceci affecte l'identification de la substance? Bien. La bonne nouvelle ici est que vous n'enregistrerez qu'une seule fois votre métal, qu'il soit sous la forme poudre ou sous la forme bloc. La seule différence, c'est que cette différence d'état implique que les propriétés ne sont a priori pas les mêmes. Dans ce cas, vous devez indiquer deux compositions, l'une pour la poudre, l'autre pour le bloc. Parce que comme les dangers peuvent être différents, vous pouvez avoir deux classifications différentes et vous devrez ici aussi donc avoir deux sections pour la classification et l'étiquetage en section 2.1 de votre Euclid. Ok, merci. Concernant les importateurs d'articles, par exemple les jeux, doivent-ils enregistrer? Bien, ils doivent enregistrer uniquement dans certaines conditions. Et je crois que c'était couvert par la présentation de Catherine. Enregistrement uniquement si les substances sont intentionnellement relarguées par l'article. Donc par exemple, si le jouet a été fabriqué pour diffuser une certaine odeur, dans ce cas, la substance odorante a été destinée à être rejetée. Et elle doit être donc enregistrée si son volume est de plus de 1 tonne par an, et si elle n'a pas été enregistrée pour cet usage en amont dans la chaîne. Si ces deux conditions sont remplies, alors oui, il faut enregistrer la substance. Je peux peut-être donner quelques exemples, car ce n'est parfois pas très clair. Il y a ici une hiérarchie. Les substances doivent être enregistrées, mais cela dépend de votre rôle. Les substances dans les mélanges doivent également être enregistrées, et les substances dans les articles ne doivent être enregistrées que si elles sont intentionnellement rejetées. Ce n'est pas toujours simple de savoir ce qui est un mélange ou ce qui est un article. Un bon exemple est une bougie qui a une forme physique tout à fait définie, mais qui a été traitée comme un mélange selon le règlement Rich. Donc par exemple, si vous importez des bougies, vous devez comprendre que les substances individuelles composant la bougie doivent être enregistrées. Il faut à ce moment calculer le tonnage individuel de chaque substance en fonction de leur proportion relative dans la bougie. Un exemple d'article contenant une substance rejetée intentionnellement est un t-shirt parfumé. Ceci vous donne peut-être une meilleure idée de la différence entre mélange, article et substance intentionnellement rejetée. Mais encore une fois, cela vaut la peine de vérifier précisément, et pour cela, vous pouvez examiner le site internet de l'ECA. Ok, merci. Concernant maintenant les produits dérivés, par exemple les déchets, doivent-ils être enregistrés? Il faut pour répondre à la question considérer l'ensemble de la chaîne. Si le produit de sortie d'un procédé de recyclage est une nouvelle substance, alors celle-ci doit être enregistrée parce que vous produisez une nouvelle substance dans la chaîne d'approvisionnement. Si, en revanche, il s'agit plutôt d'un recyclage de la substance de départ, alors elle n'a pas besoin d'être enregistrée à nouveau, puisqu'elle fait partie de l'enregistrement de la substance initiale. Bien. Maintenant, si un déclarant a toutes les informations nécessaires, peut-il enregistrer seul ou doit-il participer quand même à une soumission conjointe? Le règlement Rich est très clair à ce sujet. Des entreprises qui enregistrent la même substance doivent enregistrer ensemble. Ceci est dû au fait qu'elles sont dans l'obligation de partager les données concernant les substances. C'est un des principes de base de Rich. Donc vous ne pouvez pas simplement y aller seul. Vous devez entrer dans des échanges avec les autres entreprises, partager des données, partager les coûts et construire ensemble votre dossier d'enregistrement et le soumettre ensemble. Il y a certaines situations dans lesquelles vous pouvez soumettre seul une information spécifique du dossier, cela s'appelle un opt-out, mais vous devez malgré tout participer à une soumission conjointe. Ok, merci. Maintenant, concernant les utilisateurs en aval. Si un utilisateur aval s'inquiète au sujet d'une substance qui est critique pour son business parce qu'elle n'a pas été enregistrée, que devrait-il faire? Mon premier conseil serait d'entrer en relation avec son fournisseur afin de clarifier ses intentions. L'idée est de savoir s'il va ou non enregistrer la substance. Il reste encore près de 3 ans avant la deadline
Donc peut-être sont-ils sur le point de se décider. La communication est la clé. Si le fournisseur estime que ce n'est pas intéressant pour lui d'enregistrer, alors il est temps de commencer à chercher des solutions alternatives. Éventuellement trouver d'autres fournisseurs qui ont enregistré la substance, ou bien alors enregistrer soi-même la substance en tant qu'importateur. Merci. Nous avons une autre question au sujet des numéros EC et CAS. Si on ne connaît pas le numéro EC ou le numéro CAS d'une substance, que doit-on faire? Bien. Ça ne concerne pas toutes les substances, mais toutes ne disposent pas d'un numéro CAS et par conséquent d'un numéro EC non plus. Le règlement REACH indique si disponible, donc vous devez chercher et le meilleur point de départ, c'est l'inventaire EC, ou bien les données publiques sur le site web de l'ECA. À cet endroit-là, vous pourrez trouver la substance. Si vous ne pouvez pas les trouver, il faut laisser le champ vide. Ce que je pourrais ajouter à cela dans ce contexte, par exemple s'il s'agit d'une substance nouvelle sans CAS ni EC, ou bien si vous avez préenregistré avec le mauvais identifiant, il y a des possibilités pour modifier votre préenregistrement et contacter le bon forum d'information. C'est encore une fois très dépendant de la spécificité de votre situation, et si vous demeurez incertain, posez la question à votre helpdesk national ou alors au helpdesk de l'ECA. Au sujet des concentrations des substances, si elles varient, si elles dépendent du lot, quel type d'informations attendez-vous? De façon générale, on attend que soit indiquée la composition typique, mais aussi la fourchette des concentrations, c'est-à-dire les valeurs maximales et minimales. Donc si vous faites des analyses de l'eau par exemple chaque jour, vous pouvez prendre une moyenne pour le typique et indiquer la valeur la plus basse et la valeur la plus haute. Ok, merci. Maintenant une autre question sur l'importation. Quelqu'un qui importe de Norvège, doit-il enregistrer? Et ensuite, autre question s'il importe de Suisse. Donc, commençons par la Norvège. Alors, pour la Norvège, la réponse est non. Cela a été mentionné dans la première présentation. REACH n'a pas seulement été mis en application dans l'Union européenne, mais également dans l'espace économique européen, et la Norvège en fait partie. Donc un importateur de Norvège importe de l'intérieur de l'espace économique européen et ne doit pas enregistrer. Donc d'après REACH, il n'a pas besoin d'enregistrer. En revanche, la Suisse ne fait pas partie de l'espace économique européen, donc elle est considérée comme un pays hors Europe en ce sens. Il faut donc enregistrer. Pour finir, nous avons quelques questions de plus. D'abord, où peut-on trouver de l'aide sur le site web de l'ECA? Je sais que cela a déjà été mentionné plusieurs fois, mais je pense que cela mérite d'être répété une fois de plus. Alors vous trouverez de l'aide en suivant la bannière REACH 2018 à partir de la page d'accueil du site de l'ECA. Ces pages dédiées ont été simplifiées pour l'échéance 2018. On conseille donc d'utiliser ces pages. Elles sont très claires. Nous avons fait un gros effort pour structurer l'information et la hiérarchiser selon différents niveaux de complexité. Donc cela part d'un niveau très basique, très simple, et progresse en complexité et en détail en fonction de votre expertise. Ainsi, j'encourage tout le monde à regarder ces outils. Si vous avez des questions, nous serons ravis d'y répondre. Nous serons également ravis de les améliorer suivant les suggestions et les retours que vous nous ferez. Oui, il faut vraiment remercier les équipes. Ces pages ont été créées de façon à être des références uniques pour les personnes qui vont devoir enregistrer en 2018. Si quelque chose n'est pas clair, il faut nous contacter et nous ferons alors de notre mieux pour les améliorer. Nous arrivons à la fin. Avant de conclure, avez-vous des messages clés à transmettre? Je pense qu'il faut garder à l'esprit que de nombreuses entreprises ont déjà enregistré et y sont arrivées, ce qui signifie que vous aussi vous pouvez le faire. Travaillez avec votre chaîne d'approvisionnement, trouvez ceux qui ont déjà enregistré, apprenez de leur expérience et utilisez nos outils. C'est le message clé et aussi bien sûr, gardez l'objectif de l'enregistrement en tête,
la démonstration du fait que les substances chimiques sont utilisées de façon sûre en Europe, que vous pourrez confirmer cette démonstration à votre chaîne d'approvisionnement et cela en enregistrant. Après ces échanges, je remercie les personnes qui ont présenté, mais surtout vous tous qui avez assisté à cette session d'aujourd'hui. Souvenez-vous que vous pouvez retrouver ce webinar et tous les outils sur la page du site internet de l'ECA sous la bannière REACH 2018. Le prochain webinar aura pour sujet la deuxième phase du processus d'enregistrement. Trouvez vos co-déclarants et travaillez ensemble. Ce webinar original de l'ECA a été traduit en langue française par l'équipe d'AtoReach. En cas de remarques ou de questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse info@atoreach.fr. Merci de votre attention.